Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 11 août 2021 et nous allons aujourd'hui aborder les matières premières et les fondamentaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu s'intéresser, que l'on ne s'est pas intéressé justement aux matières premières. Et aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui sera particulière. On ne va pas procéder comme d'habitude, c'est-à-dire sélectionner 4 matières premières et en détailler les fondamentaux et l'aspect technique. Nous allons seulement en sélectionner 2, à savoir le pétrole et le gold, et nous allons parler de la Chine et des matières premières. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première fois depuis de nombreuses années que la Chine a publié des données officielles sur les réserves de matières premières. C'est principalement pour atténuer la pression croissante sur les prix, car cette pression croissante a un impact négatif sur les entrepreneurs chinois. Et donc, nous allons profiter de cette occasion pour parler de ces matières premières dont dépend la Chine. Et donc, bien entendu, on va aborder l'aspect importation chinoise et j'en passe. Avant toute chose, nous allons donc débuter par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Nous allons passer à présent à la première matière première que nous allons aborder. On va parler des États-Unis lors de ce point-là, et lorsque nous allons parler de la Chine, on va voir un autre aspect concernant le pétrole. Alors concernant le pétrole, il y a une certaine incertitude du côté de la demande, depuis qu'il y a eu une décision d'augmentation de l'offre de la part des pays membres de l'OPEP+. D'un point de vue de la Chine, et ça on va le détailler, la Chine a débloqué une partie de ses réserves stratégiques de pétrole pour augmenter l'offre disponible et limiter ses importations. Ça peut suggérer que la demande à court terme est tout simplement artificiellement réduite. Aux États-Unis, la demande de pétrole reste très forte, c'est la driving season, la saison de conduite. Dans certaines régions, et on va le voir plus détaillé, les prix commencent à approcher les 4 dollars le gallon. Et ces prix-là ont correspondu dans le passé à des cours du pétrole supérieurs à 90 dollars le baril. On va enchaîner indirectement d'ailleurs sur cet aspect-là. Vous voyez les différentes régions ici à droite aux États-Unis et sur la côte ouest, ici en jaune, on atteint pratiquement les 4 dollars le baril. Ça correspond donc 4 dollars le gallon, pardon, ça correspond donc à des cours du baril au-dessus des 90 dollars. Donc une demande américaine qui est très forte, des stocks d'essence qui sont à leur plus bas depuis 5 ans et une pression à la hausse sur les prix à la pompe. Et donc des prix qui sont notamment sur la côte ouest équivalents à des cours du pétrole brut supérieurs à 90 dollars le baril. Alors d'un point de vue technique, le Brent s'est replié au contact de cette oblique baissière qui relie les différents sommets depuis 2008. On va s'intéresser également à une vision un peu plus éloignée pour voir globalement le marché du Brent. À l'heure actuelle, on est en train de s'attaquer, on va tenter de s'attaquer à une résistance de taille, le retracement de Fibonacci à 78,6%, les 71 dollars 60. Alors comme on peut le voir ici, cette oblique baissière qui a envoyé le pétrole à la baisse, que le pétrole a refusé de franchir, relie les différents sommets, vous le voyez depuis 2008, c'était un obstacle de taille. Et la hausse que nous avons connue, si on ne prend pas en compte cette mèche inférieure, semble correspondre ici à la hausse des cours du pétrole lors de l'année fin 2008 jusqu'à fin 2009. Vous voyez, par la suite, on a marqué une pause, on s'est replié et on est reparti de plus belle. Alors, est-ce qu'on va assister à un tel scénario? Beaucoup d'institutions parient en tout cas pour un cours du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril. Mais avant cela, vous l'aurez compris, 2 choses à faire d'un point de vue technique. Tout d'abord, franchir ce retracement de Fibo à 78,6% avant de s'attaquer à l'oblique baissière, ce qui nous permettrait éventuellement de nous hisser tout d'abord aux 86 dollars, dernier rempart avant les 100 dollars le baril. On va aborder le gold parce que le gold sera attendu, sera surveillé par les investisseurs cet après-midi lors de la publication de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, mesure de l'inflation. Il faut savoir que si on est largement supérieur aux 2%, ce sera très difficile pour Jérôme Powell de maintenir que l'inflation est un phénomène transitoire. Le NFP, dont nous avons pris connaissance vendredi dernier, a augmenté les chances d'une réaction plus rapide de la Réserve fédérale américaine.
De plus en plus de banquiers centraux estiment qu'il y a de fortes chances de réduire l'assouplissement quantitatif cet automne et donc le Jackson Hole, à la fin du mois d'août, dans moins de 15 jours, sera donc une très bonne occasion pour la Fed d'annoncer une telle décision, d'annoncer un tapering, ou bien éventuellement la réunion de la Réserve fédérale américaine pour le mois de septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes fédéraux de lutte contre le chômage prendront fin en septembre, et donc le seul risque, hein, c'est que Jérôme Powell prenne le marché du travail comme excuse en indiquant que ce dernier n'a toujours pas atteint ses niveaux d'avant la pandémie, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale américaine de maintenir sa politique monétaire inchangée. Pour le moment, le marché de l'emploi est inférieur de 5 à 6 millions d'emplois par rapport au niveau d'avant la pandémie. Mais d'un autre côté, le marché estime à 35% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en décembre 2022. Alors, si cette cote, si ces probabilités dépassaient les 50%, cela pourrait déclencher des baisses sur le marché de l'or. L'or qui pourrait aller chercher, aller se replier sous les 1700 $, aller chercher les 1650 $ l'once, surtout si les rendements, si le 10 ans américain atteignait la zone des 1,7-1,8%. L'euro-dollar de son côté évolue aux alentours des 1,17 comme en mars 2021 lorsque l'or était sous les 1700 $ l'once. C'est donc dans cette fourchette que s'est produit le récent flash crash que nous avons abordé en Good Morning Market. Dans un contexte de faible liquidité, nous sommes en plein milieu du mois d'août. Pour l'heure, le 10 ans américain reste stable, les rendements du 10 ans américain sont stables aux alentours des 1,3%. C'est tout de même un plus haut depuis la mi-juillet. Alors donc on attendra les discours des banquiers centraux lors de Jackson Hole. La plupart d'entre eux s'attendent à une normalisation assez rapide, mais Powell reste peu convaincu. Mais donc à voir quelle sera l'occasion d'annoncer un tapering. Est-ce que ce sera Jackson Hole ou éventuellement la réunion de la Réserve fédérale du mois de septembre. Seul Powell reste peu convaincu, mais de plus en plus de banquiers centraux se rangent dans le rang d'une normalisation anticipée de la politique monétaire américaine. Et on peut le constater ici, la cote, la probabilité concernant une hausse des taux. Le marché voit une probabilité de 35% d'une hausse des taux en décembre 2022. Et on peut voir qu'il y a une corrélation positive entre cette probabilité et le cours de l'or. Alors, d'un point de vue technique, devant vous, on retrouve le 10 ans américain en jaune, l'euro-dollar en bleu et les cours du gold en classique, en vert et rouge. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une importante zone de support, c'est le retracement de FIBO à 78,6%. Et une cassure de cette zone pourrait donc entraîner les cours du gold aux alentours des 1700 $, comme l'euro-dollar, qui pourrait se replier sous les 1,17. Voilà pour le gold. On passe à présent sur la dernière partie de cette présentation, la Chine et les matières premières. Alors donc, nous l'avons dit, c'est la première fois depuis de nombreuses années que la Chine partage des données officielles sur les réserves de matières premières. Nous avons également des données concernant la consommation, la production ou les importations. Alors, ce que l'on peut voir sur ces trois volets-là, consommation, production et importation, la Chine est un acteur majeur, notamment concernant donc le soja, le cuivre et le minerai de fer. Donc la Chine est un acteur majeur sur ces trois matières premières. On notera également l'augmentation des importations chinoises de blé et de pétrole qui peuvent expliquer la volatilité actuelle sur ces matières premières. Donc on retrouvera le pétrole, nous en avons parlé, on va le détailler également. Vous voyez l'augmentation de la part des importations chinoises, c'est en jaune concernant la Chine. Le reste, c'est le reste du monde, tout simplement. Ici, pour la Chine, ce sera en bleu, en orange, le reste du monde. Ici, concernant la consommation, la Chine sera en rouge, le reste du monde sera en vert. Alors, concernant le pétrole, ce qu'il faut savoir, c'est que on pourrait assister à une intensification
des importations chinoises parce que les réserves stratégiques de la Chine s'élèvent à 220 millions de barils. Ça représente seulement 15 jours de demande intérieure, 15 jours de demande chinoise. Les faibles réserves stratégiques sont à nuancer par le fait que la totalité des stocks de pétrole en Chine représente environ 60 jours de demande. Donc la totalité des stocks d'or noir en Chine pourrait assurer 2 mois de demande dans le pays. Et une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que la baisse actuelle des cours, la baisse récente des cours de pétrole pourrait favoriser une hausse des importations à destination de la Chine. La Chine qui profite très souvent des replis sur les cours du pétrole. Alors pour l'heure, nous l'avons dit, la Chine a débloqué une partie de ses réserves stratégiques de pétrole pour augmenter l'offre disponible et limiter artificiellement ses importations. Donc la demande à court terme est artificiellement réduite et cela pénalise les cours du pétrole, des cours du pétrole qui sont également pénalisés par les nouvelles restrictions qui ont été mises en place par Pékin. Donc beaucoup d'éléments à garder en tête concernant la Chine. Parce que la Chine est un importateur très important de pétrole. Vous voyez, il est responsable d'un quart du gâteau, si je puis dire. Et donc, ces restrictions imposées par Pékin viennent impacter la demande chinoise. Donc voilà pour ces données, j'ai détaillé seulement quelques matières premières, mais n'hésitez pas à consulter si d'autres matières premières vous intéressent, à voir ces données-là et à vous en servir pour votre analyse. Alors à présent, on va s'intéresser à la part des stocks de la Chine par rapport au reste du monde. Ce que l'on va retenir, c'est notamment concernant le maïs. Voici la part de la Chine, 68%, c'est considérable. Le reste du monde, 32%. Et donc la part de la Chine dans les stocks de maïs est considérable. Et ce, vous voyez, depuis 2012. Ça a augmenté, on a atteint un sommet en 2016 et on est resté relativement stable. Une part très importante des stocks de maïs en Chine par rapport au reste du monde, c'est concrètement plus de 2 tiers des stocks mondiaux de maïs. Concernant le soja, c'est relativement faible par rapport au maïs. On est à peine à 1 tiers, à peine entre guillemets, c'est déjà colossal, mais ça laisse suggérer que la Chine est dépendante des approvisionnements de soja par rapport au reste du monde, et donc elle serait susceptible d'augmenter ses importations dans les années à venir. On notera que la Chine a indiqué que les stocks de riz et de blé devraient être suffisants pour une année de consommation. C'est pour ça que l'on ne va pas détailler les stocks de riz et de blé. Alors on va passer directement à la partie graphique sur le soja. Comme on peut le voir, on se maintient au-dessus du retracement de Fibonacci à 38,2%. La prochaine cible étant les 23,6% à 1461. Vous voyez ici la saisonnalité plaide en faveur d'une reprise haussière pour aller marquer un sommet au début du mois d'octobre 2021. On va parler également du cuivre, un cuivre qui est aux alentours des 9500 dollars la tonne. Alors ici, il y a un risque technique, peut-être la formation d'une figure en épaule, tête-épaule, figure de retournement qui pourrait aboutir à un repli qui pourrait aller renvoyer les cours aux alentours des 1625 dollars la tonne. Ici, c'est de l'hebdomadaire. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les fondamentaux sont extrêmement haussiers. Alors, je ne retrouve pas un graphique. Voilà, c'est ce graphique que je voulais vous montrer. Ici, c'est la prime à l'importation. Une prime à l'importation qui, en Chine, qui rebondit fortement, ce qui pourrait indiquer une hausse de la demande pour le métal rouge. Alors, tout dépendra bien entendu, comme on le dit très souvent, de l'expansion du crédit en Chine, qui est fortement lié à l'évolution des cours du métal rouge. Mais donc ce scénario haussier reste conditionné à une amélioration de la situation pandémique, bien entendu, parce que c'est ce qui déterminera la demande. Toutefois, les stocks de cuivre en Chine sont tombés à des niveaux très bas et donc ça pourrait favoriser davantage une hausse en cas de l'expansion, de la continuité de l'expansion du crédit en Chine. C'est très important, il y a un décalage entre le crédit en Chine et les cours du cuivre, il me semble un décalage de 3 à 6 mois.
Alors donc, il faut savoir également que les fondamentaux haussiers pourraient être renforcés par d'éventuelles grèves, dans les mines de cuivre en Chine, ce qui pourrait entraîner les cours vers la barre des 10 000 $ la tonne, hein. On revient sur le graphique, du copper, hein, donc 10 000 $ la tonne serait à envisager en cas de fondamentaux haussiers qui persistent, mais prudence, hein, au vu de cette formation technique en épaule, tête-épaule. Et donc voilà pour, cette partie, dédiée, principalement à la Chine et aux matières premières. J'espère que cela vous aura permis de voir ces marchés-là sous un autre angle, hein. La Chine étant un acteur majeur, il est important, de s'y intéresser, surtout lorsque l'on a la chance, d'avoir des données, officielles qui nous sont fournies. Et sur cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.